Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 5 mai 2025 et je vous présente aujourd'hui une émission dans laquelle nous allons parler du 80e anniversaire, le 8 mai 1945, 8 mai 2025. Mais je ne vais pas vous parler de l'anniversaire de la victoire sur le nazisme. Je vais vous parler d'autre chose. Et auparavant, je vais aborder un premier point qui est tout à fait important. Dans un peu plus d'un mois, du 16 au 22 juin, à l'aéroport du Bourget, va se tenir le 55e Salon international de l'air et de l'espace. Et dans ce salon, qui est en fait le plus grand salon d'armement, l'un des plus grands salons d'armement, de présentation des armements au niveau mondial, eh bien, la présence d'Israël est tout à fait probable et un certain nombre, quand j'ai un certain nombre, des dizaines, peut-être même des centaines d'associations ont signé un texte non à la présence d'Israël au Salon du Bourget 2025. Et voici ce que dit cet appel. Véritable vitrine internationale pour les industriels, le salon est également apprécié du grand public pour ses démonstrations en vol. Mais derrière cette façade bon enfant se cache un salon d'armement auquel participent activement les acteurs du secteur militaire qui s'y retrouvent pour acheter et vendre toutes sortes de drones, satellites, avions de combat et missiles. Depuis le début de l'offensive sur Gaza, la participation d'Israël aux différents salons d'armement français est légitimement remise en question. Accueillir un pays accusé de crimes de guerre et de génocide lors d'un salon dédié au commerce des armes est une forme de complicité inacceptable. Les mobilisations et la pression populaire ont conduit à l'absence totale des 74 stands israéliens qui étaient initialement annoncés lors du salon Euro-Satori en juin 2024. Pourtant, le 26 janvier 2025, le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonçait qu'Emmanuel Macron avait, citation, « promis que les compagnies israéliennes pourraient participer au Salon du Bourget ». De son côté, l'Élysée précisait que la participation israélienne, citation, « pourrait être favorablement examinée en conséquence du cessez-le-feu à Gaza et au Liban ». Le cessez-le-feu en question a été continuellement violé par l'armée israélienne, qui pendant la durée de la trêve a fait plus de 150 morts à Gaza et a étendu son offensive en Cisjordanie. Dans la nuit du 17 au 18 mars 2025, Israël a repris les bombardements sur Gaza, ajoutant en 48 heures plus de 500 victimes à l'estimation basse de 48 000 morts décomptés dans les 16 mois précédents. Au 8 avril, au moins 9 exposants israéliens sont annoncés sur le site officiel du SIAE 2025. Parmi eux, des géants de l'industrie d'armement israélienne, tels que Rafael Advanced Systems, Israel Aerospace Industries et Elbit Systems, mais aussi le ministère des Armées israélien. À ceux-ci s'ajoutent de nombreuses entreprises françaises et internationales connues pour vendre des armes à Israël, telles que Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo ou Thales. La France et les organisateurs du salon s'apprêtent donc à offrir à un État accusé de génocide l'opportunité d'acheter des armes qui alimenteront ses offensives en cours et à venir, mais également de vendre ses propres produits, entre guillemets, testés au combat, sur les populations civiles palestiniennes lors de l'offensive meurtrière qui continue aujourd'hui. Autoriser Israël à participer à la 55e édition du Salon du Bourget, c'est continuer d'alimenter la machine de guerre, mais aussi légitimer et récompenser les exactions commises par l'armée israélienne à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et ailleurs. La France doit cesser de favoriser le commerce d'armement avec Israël, sous quelque forme que ce soit. Nous exigeons l'interdiction de toute participation israélienne lors du Salon du Bourget en juin 2025. Nous appelons l'ensemble des associations, collectifs, syndicats et partis politiques à se joindre à cet appel et à se mobiliser avec nous pour obtenir satisfaction. Donc,
La liste des premiers signataires suit ce texte. Je ne vous la lis pas parce je vous dis, elle comporte peut-être plusieurs centaines de noms d'associations et ça peut être bien évidemment retrouvé à partir du site de la Fédération nationale de la libre pensée, fnlp.fr. Voilà, c'était effectivement tout à fait important de dire ceci au moment où, chaque matin, en écoutant les informations, on apprend que de nouvelles frappes dirigées donc par le gouvernement génocidaire de Netanyahou ont eu comme conséquence des dizaines de civils tués par ces bombardements. Ça continue chaque jour, chaque nuit. C'est finalement d'une façon inexorable ce que Benjamin Netanyahou avait annoncé dès le lendemain du 7 octobre en indiquant qu'il réduirait à l'état d'animaux les Palestiniens finalement. Et c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement une décision génocidaire d'affamer la population puisque ça fait maintenant, je crois, plus de 50 jours que aucune aide alimentaire n'a pu rentrer à Gaza. C'est inadmissible que dans ces conditions, la moindre livraison d'armes, j'irai jusqu'au dernier bouton de guêtre, puisse être livrée à l'État d'Israël. Ça relève effectivement d'une autorisation à poursuivre le génocide. Voilà, ça c'était le premier point. Et je vais en arriver au point suivant, l'anniversaire du 8 mai 1945. Alors bien évidemment, à l'occasion de ce 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme, on va avoir de très très nombreuses initiatives qui vont être prises. Mais il est bien probable que dans beaucoup de ces initiatives, un autre aspect peu flatteur pour la France soit rappelé, puisque le 8 mai 1945 en Algérie, ce sont les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. Et que laisser les extrêmes droites et les droites de gouvernement radicalisés poursuivre inlassablement et sans opposition leur véritable campagne politique et culturelle destinée à réhabiliter le criminel passé colonial de la France dans ces situations, le texte que je vais vous lire ensuite de Olivier Lecourt-Grandmaison est absolument indispensable. Voici donc le texte de cet universitaire brillant, Olivier Lecourt-Grandmaison. Il commence par 2 citations. C'est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J'avais 20 ans. Le choc que je ressentis devant l'impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l'ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. Kateb Yassine. Et l'autre citation, ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Sven Lindqvist. Dans quelques semaines, le 8 mai 2025, les plus hautes autorités de l'État et de très nombreux élus de la République vont commémorer le 80e anniversaire de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans la plupart des cas, et notamment du côté des extrêmes droites, des droites de gouvernement radicalisées, comme à l'Élysée, sans oublier, hélas, certains maires et parlementaires appartenant aux formations politiques qui composent le nouveau Front populaire, les massacres commis par la France en Algérie seront tus alors qu'ils débutent le jour même et qu'ils ont fait près de 30 000 victimes. Certains les ignorent, ce qui témoigne du caractère toujours scandaleusement partiel des programmes élaborés pour les collèges, les lycées et les universités. D'autres féminisent ces massacres en prenant soin de ne pas mettre en cause la France, le gouvernement provisoire de la République et ceux qui président alors aux destinées du pays. Le général de Gaulle, le gouvernement, les ministres communistes, Charles Tillon et François Billoux, auxquels s'ajoutent plusieurs ministres socialistes. La préservation des mythologies nationales, partisanes et personnelles est à ce prix. D'autres, enfin, de Marine Le Pen aux Républicains, vantent les supposés aspects positifs, entre guillemets, de la colonisation, traitent les faits, pourtant établis depuis longtemps par les chercheurs et les historiens, en chien crevé et se livrent à un obscène révisionnisme ou négationnisme. Retour du refoulé colonial, une certaine doxa, qui se veut et qui se croit critique, le répète à l'envi, alors que ce concept emprunté à Sigmund Freud est ravalé au rang d'outil décoratif, dépourvu de toute capacité à favoriser la connaissance et à expliquer la situation présente. Assumé colonial, bien plutôt qui est inscrit dans la loi scélérate, jamais abrogée,
du 23 février 2005, votée par les droites de l'époque, déjà soucieuses de la progression du Front national qu'elles prétendent combattre, en lui empruntant les éléments politiques et rhétoriques majeurs. À preuve, l'article 1er de cette loi qui est ainsi rédigé, citation. La nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Fin de citation. Immarcessible beauté de la langue de Molière, grâce auquel les guerres de conquête, les massacres, les déportations des populations civiles, la torture, les viols et les disparitions forcées sont sublimés en œuvre, entre guillemets, et en délicate présence, entre guillemets. L'implicite étant que ces dernières furent évidemment positives, et ce pourquoi le législateur, comme disent les juristes, n'a pas estimé nécessaire de recourir à cet adjectif jugé redondant. Un mot suffit pour exprimer des conceptions apologétiques et mensongères de la colonisation. Conformément au roman impérial républicain élaboré par Jules Ferry, ses nombreux soutiens et une majorité de savants et d'universitaires convertis aux, citations, « glorieuses aventures ultramarines », et cette présence est supposée avoir apporté aux, entre guillemets, races inférieures d'hier et, nouvelle citation, à l'homme africain qui n'est pas assez rentré dans l'histoire, dixit Nicolas Sarkozy, président, discours de Dakar du 26 juillet 2007. Les splendeurs bien connues de la civilisation française. Ancienne et persistante, cette réhabilitation de l'histoire coloniale se nourrit de la glorification toujours plus revendiquée, envahissante et agressive de cette période réputée faste où l'Hexagone régnait sur tous les continents. À cela s'ajoutent les honneurs toujours scandaleusement accordés à certains officiers supérieurs qui ont pourtant commis des crimes de guerre, voire même de crimes contre l'humanité. Rappelons donc quelques faits en insistant sur ceci. Il ne s'agit pas d'opinion, contrairement aux affirmations péremptoires de ceux qui, confrontés au premier, les ravalent au rang d'appréciation subjective nourrie par la colère ou l'indignation pour mieux nier ou minorer ces réalités et disqualifier ceux qui les ont établies grâce à de multiples recherches. 8 mai 1945 à Sétif. Des milliers de manifestants indigènes, entre guillemets, se regroupent dans la rue principale du centre européen de cette ville où, pour des raisons sécuritaires et de prestige, sévit une ségrégation raciale et spatiale commune à de nombreuses autres agglomérations d'Algérie et de l'Empire. À 9h25, Saal Bouzid, jeune scout algérien, est assassiné par un policier français. De quoi est-il coupable ? D'avoir osé participer à ce rassemblement pacifique en portant le drapeau de l'Algérie indépendante pour exiger, avec beaucoup d'autres, entre guillemets, arabes, la libération du leader nationaliste Messali Hadj, alors déporté à Brazzaville et placé en résidence surveillée, et défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Celui-là même qui est débattu à la conférence de San Francisco, 25 avril-26 juin 1945, à laquelle participe le représentant de la France, Georges Bidault, désigné par le général de Gaulle. Admirable principe, assurément, puisqu'il est inscrit dans l'article 1er de la Charte des Nations Unies adoptée à l'issue de cette conférence, mais ni l'un ni l'autre ne s'applique dans les territoires de l'Empire où s'impose toujours un relativisme politique et juridique catastrophique parce que ruineux des droits et libertés fondamentaux des colonisés. Dans les jours qui suivent la sanglante répression de la manifestation précitée, des émeutes éclatent. Une centaine d'Européens sont tués. Pour rétablir l'ordre colonial et terroriser les Arabes, entre guillemets, les forces armées françaises et de nombreuses milices composées de civils multiplient les opérations, entre guillemets. Elles ont duré plusieurs semaines. Bilan de ce qui doit désormais être qualifié de massacre. Entre 20 000 et 30 000 victimes, arrêtées, torturées et exécutées sommairement. Citation. Agir vite et puissamment pour juguler le mouvement. Fin de citation. Tels sont le 15 mai les ordres du général Raymond Duval qui commande les troupes dans cette région. Elles les ont appliquées à la lettre car la France est alors prête à tout pour défendre l'Empire jugé indispensable à son statut de grande puissance européenne et mondiale.
en raison des caractéristiques raciales et religieuses, celles-ci sont liées à l'islam, qui leur sont imputées. Les, entre guillemets, indigènes, algériens, sont perçus comme des barbares qui font peser des menaces existentielles sur la stabilité de l'ordre colonial. Pour le rétablir, il est donc légitime de recourir à des violences extrêmes. Ainsi fut fait. Les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata ne sont pas des coups de tonnerre dans un ciel serein. Au contraire, il s'agit de l'une des premières applications particulièrement meurtrières de la doctrine néo-impériale élaborée par De Gaulle, puis approuvée par les participants à la conférence de Brazzaville, 30 janvier 1944, 8 février 1944, organisée par le Comité français de libération nationale, CFLN, en ouverture des travaux. Après avoir salué l'immortel génie de la France, toute désignée pour élever les hommes vers les sommets de dignité et de fraternité, c'était une citation, le général ajoute « Entre la métropole et l'Empire, le lien est définitif. Il appartient à la nation française et il n'appartient qu'à elle de procéder le moment venu aux réformes impériales de structure qu'elle décidera dans sa souveraineté. » Fin de citation. Quelques jours plus tard, conformément à ces orientations, la déclaration finale de la conférence rejette toute possibilité d'évolution hors du bloc français et toute constitution, même lointaine, de self-gouvernement. Lumineux. Comme l'écrivait le romancier Tomasi di Lampedusa dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Des transformations, certes, mais pour restaurer au plus vite la domination de l'Hexagone sur ses colonies dans un contexte bouleversé par la Seconde Guerre mondiale. Des indépendances, il n'est donc pas question, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est d'abord et avant tout le droit des peuples blancs à disposer d'eux-mêmes, doublé du droit qu'ils continuent de s'octroyer à disposer des peuples dits exotiques, toujours jugés incapables de se diriger librement. Et pour combattre celles et ceux qui osent s'élever contre ces orientations, la France, redevenue républicaine, est impitoyable. À preuve ce qui a été perpétré en Algérie à partir du 8 mai 1945, avec l'approbation de l'ensemble des forces politiques, SFIO et Parti communiste compris. 3 jours plus tard, son organe officiel, l'Humanité, dénonce, citation, « les éléments troubles d'inspiration hitlérienne qui se sont livrés à Sétif à une agression armée contre la population qui fêtait la victoire contre l'Allemagne nazie. Ignoble mensonge politique et théorie complotiste forgée à dessein qui témoignent des pratiques staliniennes de la direction de cette organisation. » Le 31 du même mois, alors que les massacres se poursuivent et qu'ils ont déjà fait d'innombrables victimes, l'Humanité, récidive, salue l'arrestation de Ferhat Abbas et condamne de nouveau les membres du Comité des Amis du Manifeste. Cette association pseudo-nationale dont les membres ont participé au tragique incident de Sétif, c'était une citation de l'Humanité, par un renversement théorique des plus classiques. Celles et ceux qui subissent la domination et l'exploitation coloniale imposée par la France depuis 1830 et qui se sont dressés afin d'y mettre un terme en s'affirmant comme des sujets politiques, individuels et collectifs, sont criminalisés et rendus responsables de ce qu'il s'est passé. Autre façon de disqualifier leur lutte anti-impérialiste et démocratique et de légitimer une fois de plus l'action des forces armées. Compte tenu des responsabilités politiques et militaires désormais mises à jour, des ordres donnés et de ce qu'il s'est passé, les massacres précités doivent être, à minima, qualifiés de crimes d'État, puisque ce sont bien les autorités françaises, en Algérie comme en métropole, qui sont tout à la fois responsables et coupables. Plus précisément encore, ils sont aussi des crimes contre l'humanité, conformément à l'article 212-1 du Code pénal, qui vise notamment, citation, « les atteintes volontaires à la vie, la torture, la disparition forcée, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, commis en exécution d'un plan concerté. » Fin de citation. Autant d'actes et d'éléments essentiels qui sont bien présents dans les événements qui nous intéressent, ce pourquoi il est parfaitement légitime de les qualifier de la sorte. Au-delà des départements français d'Algérie, il s'agit aussi de signifier à l'ensemble des colonisés qu'aucune contestation significative ne sera tolérée. Contrairement à des chronologies sommaires et aux opinions de responsables politiques souvent oublieux, ignares ou pleutres, les massacres commis dans ce territoire ne sont pas l'épilogue sanglant de la politique ultramarine hexagonale, mais le prologue d'exaction
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés jusqu'au début des années 1960. Elles attestent ceux de Haiphong, 23-27 novembre 1946, 6 000 morts. De Madagascar, mars 1947, mars 1948, près de 89 000 morts. La répression des manifestations à Sfax, en Tunisie, 5 août 1947, 29 morts. La guerre d'Indochine, décembre 1946, juillet 1954, 400 000 victimes, entre guillemets indigènes. Et 5 mois plus tard, le début du conflit algérien qui s'élève le 18 mars 1962, après avoir fait entre 300 000 et 500 000 morts parmi les, entre guillemets, arabes. Entre 1945 et 1964, l'Hexagone a donc été presque constamment engagé dans des opérations et des conflits militaires d'ampleur qui se sont soldés par près d'1 million de morts, chiffre supérieur au nombre de Français militaires résistants civils qui ont été tués au cours de la Seconde Guerre mondiale, environ 600 000. Telles sont les réalités que nombre de responsables politiques osent, aujourd'hui encore, nommer l'œuvre de la France, avec le soutien de philo-idéologues et de quelques historiens qui, préférant la défense des mythologies nationales à la volonté de savoir, sont les fidèles ventriloques de la doxa impériale républicaine. Relativement à la reconnaissance claire, précise et circonstanciée des massacres du 8 mai 1945, ni François Hollande président, ni Emmanuel Macron ne se sont engagés dans cette voie, alors que le second, au cours d'un voyage en Algérie en tant que candidat à la magistrature suprême, février 2017, avait déclaré « La colonisation était un crime contre l'humanité ». Une fois à l'Élysée, le prétendu Jupiter, maître des horloges, s'est bien gardé de réitérer de tels propos. En ces matières comme en d'autres, malgré quelques, entre guillemets, petits pas encensés par sa majorité d'hier, et que des historiens conseillers qui pensent avoir l'oreille de ce président, l'opportunisme et la pusillanimité l'ont emporté. Il faut bien ménager ses alliés politiques. Rappelons donc à Emmanuel Macron, comme à ceux qui sont convaincus que la France, en raison de ses glorieuses traditions prétendues, est toujours aux avant-postes du progrès, quelques décisions importantes prises par les États étrangers. Contrairement à cette image d'Épinal entretenue par beaucoup, c'est l'inverse qui est vrai, car Marianne n'est pas, sur ces sujets notamment, une vaillante combattante de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais une marâtre inique, percluse de préjugés et d'immobilisme indigne. Il y a plusieurs années déjà, d'anciennes puissances coloniales ont reconnu les crimes perpétrés hier dans leur possession. C'est le cas de l'Allemagne pour le génocide 1904 des tribus Hereros et Namas commis dans les territoires du sud-ouest africain, l'actuelle Namibie. De la Grande-Bretagne pour les crimes de masse qui ont frappé les Mau Mau au Kenya dans les années 1950. De la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada et des États-Unis à l'endroit des populations autochtones massacrées, déportées et spoliées. Et la très glorieuse France. Au mieux, la volerie et le conservatisme des élites politiques de ce pays perdurent. Au pire, une partie d'entre elles vantent les bienfaits supposés de la colonisation. Aux terribles violences physiques autrefois infligées aux colonisés, tous ces responsables, irresponsables, ajoutent la violence symbolique du silence, voire du mépris, qu'ils s'opposent aux héritiers de l'immigration coloniale et postcoloniale, qui, avec tant d'autres, luttent depuis des années pour la reconnaissance de cette histoire à laquelle affectent toujours leur existence, parfois au plus intime. À défaut de pouvoir juger les auteurs des actes que l'on sait, par manque de courage politique hier, parce qu'ils ne sont sans doute plus de ce monde aujourd'hui, reconnaître, c'est rendre une justice symbolique qui spécifie les responsabilités, y compris étatiques, nobles et coupables, qualifie les crimes qu'ils ont commis, réhabilite les victimes en leur accordant la considération individuelle et collective qui leur est due et rappelle ce pourquoi elles ont lutté. Si victimes elles furent, assurément, c'est entre autres parce qu'elles se sont dressées contre le talon de fer de la colonisation pour défendre leurs droits fondamentaux et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À la veille du 80e anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, une telle reconnaissance s'impose d'autant plus qu'on ne peut laisser les extrêmes droites et les droites de gouvernement radicalisées poursuivre inlassablement et sans opposition véritable leur campagne politique et culturelle destinée à réhabiliter le criminel passé colonial de la France. Voilà, donc c'était le texte rédigé par l'universitaire Olivier Lecourt Grand-Maison, Racisme d'État, État raciste, une brève histoire,
C'est donc le titre de l'ouvrage qu'il a publié aux éditions Amsterdam en 2024. Je voudrais ajouter, avant que nous en venions au choix musical du jour, que le texte que je vous ai lu est sourcé sur chacun des éléments qu'il donne et que vous pouvez retrouver ces notes dans l'article que nous publierons sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, dans la journée ou au plus tard demain, pour rendre compte donc de la chronique de ce jour. Pour le choix musical, écoutez, j'ai choisi une chanson interprétée par 3 musiciens et chanteurs algériens. Je pense que c'est un enregistrement qui remonte dans les années 1950. Je n'ai pas pu trouver exactement la date. Et je vous propose d'écouter donc cette chanson. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également
Retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive